C'est le plus grand mystère dans l'histoire de l'aviation. Comment peut-on perdre la trace d'un appareil aussi gros? Le vol Malaysia Airlines 370 a brusquement disparu des radars. Mesdames et messieurs, c'est une triste nouvelle que nous devons annoncer ce matin. C'était un événement sans précédent. Les enquêteurs n'ont que peu d'éléments et toutes les possibilités doivent être envisagées. Un incendie peut affecter les systèmes électriques. On pense forcément à un détournement. Si c'est mécanique, il faut corriger le problème. Les experts examinent en détail les données disponibles. On ne peut écarter aucune possibilité. Mais l'explication la plus probable se révèle difficile à accepter. Il est très difficile de dire le problème est réglé, cela ne se reproduira pas. À l'aéroport international de Kuala Lumpur en Malaisie, l'équipage du vol Malaysia Airlines 370 effectue les derniers préparatifs avant le décollage. Attachez vos ceintures, s'il vous plaît. Parmi les 227 passagers à bord, 152 ont la nationalité chinoise. Ce vol de nuit est en effet à destination de Pékin. Pompe carburant. Dans le cockpit, Zahari Ahmad Shah est aux commandes. C'est un pilote chevronné qui vole depuis 33 ans pour la compagnie Malaysia Airlines. Farik Abdulhamid, le copilote, a beaucoup moins d'expérience. C'est la première fois qu'il pilote un Boeing 777 sans la présence d'un instructeur. Checklist effectuée. Nous sommes prêts, commandant. Bien. Au moment du décollage d'un vol commercial, il y a toujours beaucoup à faire. Ancien pilote de chasse et de ligne, John Nance compte parmi les meilleurs experts en sécurité aérienne. C'est l'une des raisons pour lesquelles on a mis en place la règle du cockpit stérile. Pas de conversation inutile en dessous de 10 000 pieds. Il faut rester concentré. Malaysia 370, autorisé décollage sur 32 droite. Malaysia 370, autorisé décollage, merci. Dites-leur qu'on est prêt. À l'équipage, décollage imminent. À minuit 40, le vol MH370 reçoit l'autorisation de décoller. C'est parti. Les pilotes surveillent la vitesse lors de l'accélération sur la piste. V1. Rotation. Le décollage se déroule sans encombre. Le contrôleur aérien dirige ensuite l'appareil vers un point de cheminement appelé Igari. Malaysia 370, virez à droite vers Igari. Bien reçu. Malaysia 370, merci. Le Boeing 777 compte parmi les appareils les plus automatisés. Les coordonnées du point de cheminement sont simplement entrées dans l'ordinateur de vol. Igari programmé. Confirmation? Exécuté. Dans un gros appareil comme le 777, on passe plus de temps à gérer les systèmes qu'à piloter avec le manche et le gouvernail. Les équipements électroniques sont très sophistiqués. Le vol Malaysia Airlines 370 vole en direction du nord-est dans le couloir aérien traversant le golfe de Thaïlande. Il lui faudra normalement 6 heures pour atteindre son aéroport de destination à Pékin, en Chine. Malaysia 370. Niveau de vol 350. 20 minutes après le décollage, le Boeing atteint son altitude de croisière, 35 000 pieds, soit 10 000 mètres environ. Quand un gros porteur arrive en altitude, après avoir enclenché le pilote automatique et effectué les checklists, on peut détacher la ceinture et se détendre un peu. L'équipage va maintenant surveiller le pilote automatique jusqu'aux préparatifs d'atterrissage. À Kuala Lumpur, les contrôleurs cesseront de suivre l'appareil dès qu'il sortira de l'espace aérien malais, dans 20 minutes environ. Les contrôleurs vietnamiens prendront alors le relais pendant la traversée du golfe de Thaïlande. À 1h19 du matin, le contrôleur de Kuala Lumpur envoie la dernière communication radio. 370, contactez Ho Chi Minh. 120 décimal 9. Bonne nuit.
Bonne nuit. Malaysia 370. Les communications du vol Malaysia Airlines 370 étaient parfaitement normales. C'était vraiment la routine entre un contrôleur aérien et un pilote. L'équipage doit contacter les contrôleurs vietnamiens dans moins d'1 minute. Mais 19 minutes plus tard, le vol 370 n'a toujours pas donné signe de vie. Malaysia 370, ici Ho Chi Minh. Veuillez contacter la tour. Les contrôleurs vietnamiens et malais tentent désespérément d'entrer en contact avec l'appareil. Malaysia 370, me recevez-vous? Malaysia 370, ici Kuala Lumpur. Me recevez-vous? Aucune réponse ne parvient de l'appareil, qui a disparu des écrans radars. Le vol 370 s'est volatilisé sans laisser de traces. C'était un événement sans précédent. Aucun appareil n'avait jamais disparu des radars de cette façon, en restant introuvable. Malcolm Brenner est considéré comme l'un des meilleurs experts mondiaux en accidents aériens. Il a étudié la performance humaine pour la NASA et l'US Air Force et a longuement travaillé pour le NTSB américain, le Conseil national de la sécurité des transports. Cet accident a fasciné le monde entier. Je n'avais jamais vu ça en 40 ans de carrière dans l'aviation. C'est probablement le plus grand mystère dans l'histoire de l'aviation commerciale et même dans l'histoire de l'aviation en général. Jusque-là, c'est la disparition d'Amelia Earhart qui occupait cette place. Mesdames et messieurs, c'est une triste nouvelle que nous devons annoncer ce matin au sujet du vol MH370. Stupéfaits, les proches des disparus exigent des réponses de la compagnie aérienne. Et les experts du monde entier s'efforcent de trouver une explication. Il faut considérer toutes les possibilités. Désorientation, incendie, collision et j'en passe. Découvrir la cause de la disparition est crucial pour l'ensemble du secteur aérien. Qu'il s'agisse d'une panne mécanique, d'une faille de sécurité ou d'un problème lié à la cargaison, il fallait réagir. Quelle que soit l'origine du problème, il faut trouver une solution. Les autorités malaisiennes lancent immédiatement des opérations de recherche à grande échelle, avec bientôt le secours de l'Australie, des États-Unis et de la Chine. Dans les premiers jours, la seule certitude, c'était que l'avion avait disparu. La première difficulté est de délimiter la zone de recherche. Le vol MH370 a disparu au-dessus du golfe de Thaïlande, où la couverture radar est limitée. Les systèmes radars couvrent environ 10% de la surface du globe. En mer, il n'y a que les radars des navires. Donc il est physiquement impossible de couvrir les océans, qui représentent une grande partie de la surface de la planète. Les navires croisant dans la région n'ont pas signalé d'échos radars inhabituels, et aucun débris d'avion n'est repéré flottant à la surface de l'eau. Dans l'espoir de sauver d'éventuels survivants à un crash, les équipes de secours se tournent vers une autre technologie. Le système ACARS, un acronyme anglais signifiant système de communication, d'adressage et de compte-rendu pour avion. Les communications ACARS transitent par satellite pour transmettre des informations entre un avion en vol et le sol. Chris McLaughlin est le vice-président de la société Inmarsat, qui gère le réseau de satellites. C'est le principal moyen de communication entre les contrôleurs, la compagnie aérienne et les pilotes pendant le vol. Le système ACARS a donc été conçu pour servir de liaison radio et pas du tout pour suivre un avion à la trace. Cela semblait inutile puisque l'on communiquait avec l'appareil. À la différence du GPS, le système ACARS ne fournit pas constamment de données de localisation. En revanche, il transmet des informations cruciales sur les performances de l'appareil, notamment le niveau de carburant. Les enquêteurs sont donc en mesure d'estimer la distance que l'appareil a pu parcourir. Mais sans savoir dans quelle direction, cela n'est pas d'une grande aide. La zone de recherche s'agrandit jusqu'à couvrir plus de 250 000 km². Le plus troublant, c'était de ne pas savoir où se trouvait l'avion. Comment peut-on perdre la trace d'un appareil aussi gros? Ce n'est pas la première fois qu'un avion de ligne se volatilise brusquement. Le 1er juin 2009, le vol Air France 447 disparaît au-dessus de l'Atlantique. Des débris flottants sont repérés quelques jours plus tard. Mais il faudra près de 2 ans pour retrouver le reste de l'épave au fond de l'océan. Leopold Sartorius était l'un des principaux enquêteurs chargés de l'affaire.
Dans le cas du vol Malaysia Airlines, il semble que la zone de recherche était au moins 3 à 4 fois plus grande que celle du vol Air France. Et cette zone couvrait déjà une surface énorme. Le bureau d'enquête et d'analyse français conclut finalement à une série de graves erreurs de pilotage comme cause du crash. Néanmoins, l'enquête n'aurait jamais pu aboutir sans la récupération des boîtes noires au fond de l'océan. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne sais pas, on descend. Apparemment, nous avions beaucoup plus d'éléments que pour le vol MH370. Mais même avec toutes ces informations, il était très difficile d'arriver à une conclusion sans les enregistreurs de vol. Pour les équipes de recherche, il n'y a pas de temps à perdre. Les boîtes noires du vol MH370 ont peut-être déjà été déplacées par les courants, ou pire, enfouies sous les sédiments. En étudiant la liste des passagers, la police malaisienne fait alors une découverte inquiétante. 2 personnes ont embarqué sous de fausses identités. Il est apparu très rapidement que 2 passagers avaient utilisé des passeports figurant comme volés dans la base de données Interpol. Il paraît soudain possible que le vol MH370 ne se soit pas écrasé. Des pirates de l'air ont peut-être réussi à en prendre le contrôle. J'ai commencé à reprendre espoir puisque aucun débris n'avait été retrouvé dans l'eau. C'était peut-être un détournement et aussi une prise d'otage. Il était possible que nous recevions des revendications pour la libération de 200 personnes et plus. C'était notre meilleur espoir. Nuit 370, contactez Ho Chi Minh. 120 décimal 9. Bonne nuit. Bonne nuit. Malaysia 370. Depuis le 11 septembre, les détournements en vol sont devenus beaucoup plus difficiles. Vous voulez un café? Non, ça va. Mais pas impossible. Dans une enquête sur un accident, on ne peut écarter aucune possibilité. Quand les pilotes ont besoin d'aller aux toilettes, ils sortent du cockpit. Tom Fuentes sait parfaitement comment un détournement peut se dérouler. Il a derrière lui quelques 29 années de service au FBI. Les mesures de sécurité les plus strictes ne servent plus à rien dès que les pilotes quittent le cockpit. Ouvre le cockpit ou je la tue. Ok. Mais pas de violence. Que voulez-vous? Ouvre la porte. D'accord. Maintenant. D'accord. Si l'absence de revendication est inhabituelle, les détournements ne se déroulent pas toujours comme prévu. La disparition du Boeing serait-elle due à une prise d'otage qui a mal tourné? Il est possible que l'opération prévue ne se soit pas bien passée pour une raison inconnue. Et c'est en partie ce qui rend la situation difficile à comprendre. Le vol Ethiopian Airlines 961 est un exemple récent de détournement raté. Le 23 novembre 1996, le Boeing 767 effectue la liaison entre Addis Abeba et Abidjan lorsque 3 jeunes Éthiopiens font irruption dans le cockpit. Dehors. Dehors. Cap vers l'Australie. Quoi? Cap vers l'Australie. On n'a pas assez de carburant pour ça. On a une bombe. Si tu n'obéis pas, on fait sauter l'avion en plein vol. On a 2 heures de carburant. Les pirates de l'air refusent de croire les explications du commandant au sujet du carburant. 3 heures plus tard, le Boeing tente d'amérir au large des Comores à plus de 370 km/h. Parmi les 175 personnes à bord, 125 trouvent la mort, y compris les 3 pirates de l'air. Un individu déterminé aurait-il pu détourner le vol MH370? Restez calme. Je vais entrer les coordonnées. Voilà.
Je pensais que si l'appareil avait fait demi-tour, il s'était probablement écrasé dans la jungle, en Malaisie ou en Indonésie. Et si les débris avaient traversé toute la végétation pour finalement couler au fond des marais, il était tout à fait possible que les flammes ne soient pas repérées et que l'on ne retrouve jamais l'épave. Alors que les autorités aériennes du monde entier étudient les relevés radars, un coup de théâtre survient. Bonsoir, mesdames et messieurs. Le 11 mars, 3 jours après la disparition de l'appareil, l'armée malaisienne rend public des données radars semblant confirmer la thèse du détournement. 3 minutes après le dernier contact radio, le vol MH370 a fait un brusque virage à gauche. En apprenant qu'il y avait une trace radar d'un virage à gauche, juste après la dernière communication avec le contrôleur, on pense forcément à un détournement. La crédibilité de cette thèse est encore renforcée par des photos laissant supposer que le copilote prenait parfois des libertés avec la sécurité. Si les pilotes sont prêts à enfreindre le règlement pour laisser des passagers entrer dans le cockpit, juste parce qu'ils en ont envie et qu'ils les trouvent sympathiques, ils peuvent ouvrir à n'importe qui. Peut-être que la jolie fille a un complice et un pistolet dans son sac à main. Peut-être qu'ils avaient seulement une arme de petite taille, ou alors ils faisaient semblant d'en avoir une. En tout cas, une fois dans le cockpit, l'objectif est atteint. Mettez le cap vers l'Australie. Ou je le tue. Pour la BBC, est-ce que vous avez parlé aux familles? Monsieur, s'il vous plaît. Au milieu de la tempête médiatique, la thèse du détournement semble gagner en crédibilité. Néanmoins, de nombreux experts en aviation restent sceptiques. Je dois regarder la carte. Alors vite. Les pilotes ont plusieurs moyens pour envoyer un message d'alerte. Plus vite. Ok, du calme. Je vais entrer les coordonnées, voilà. On peut utiliser les fréquences d'urgence de la radio ou entrer un message dans le système ACARS. On peut aussi émettre un code avec le transpondeur qui signale instantanément le détournement. En aviation, c'est ce qu'on appelle un code transpondeur. On envoie un message sur une fréquence spéciale au contrôleur et à la compagnie aérienne. Or, les contrôleurs n'ont pas reçu de code transpondeur, ni aucun message d'alerte. Une enquête de police approfondie a également permis de lever les soupçons sur les passagers détenteurs de passeports volés. Ils n'avaient aucun lien avec le terrorisme. De fait, aucun passager à bord ne semble lié, de près ou de loin, à un groupe terroriste. L'enquête a pris en considération des milliers de personnes. Et il y a eu des entretiens avec les familles. Donc, les gens doivent savoir que les investigations ont été très complètes et approfondies. 370, contactez Ho Chi Minh. 120 décimal 9. Bonne nuit. Bonne nuit. Malaysia 370. Un détournement paraissant moins probable, les enquêteurs se concentrent sur les quelques éléments à leur disposition, notamment une troublante coïncidence. 2 minutes après la dernière communication radio, le transpondeur du Boeing est désactivé. Entre autres informations, le transpondeur transmet au contrôleur le numéro de vol et la localisation de l'appareil. La perte du signal rend plus difficile de suivre sa trace. Plus troublant encore, le système ACARS est coupé à son tour quelques minutes après le transpondeur. Désactiver le transpondeur, c'est très simple, même à bord d'un appareil aussi sophistiqué. Couper le système ACARS, en revanche, c'est beaucoup plus compliqué. Il est difficile d'imaginer un incident de routine causant la perte brutale des deux systèmes. Il doit donc y avoir une autre explication. Incendie à bord. Au bout d'un certain temps, il n'y avait plus que 2 possibilités crédibles. Un acte délibéré ou alors une situation d'urgence grave. Restez assis et mettez le masque. Il y a plusieurs pannes. Un incendie en vol compte parmi les situations d'urgence les plus dangereuses. Le transpondeur ne marche plus. Le système hydraulique non plus. De nombreux systèmes, notamment électroniques, peuvent être affectés. On a perdu la CARS. Parfois de façon imprévisible. Un incendie peut endommager le système électrique, ce qui entraîne la perte de certaines fonctions. En novembre 1987, un Boeing 747 de South African Airways vole vers Johannesburg. Un incendie éclate dans la partie fret à l'arrière de l'appareil,
juste derrière les passagers. Le copilote tente d'éteindre les flammes, mais sans succès. Vérifiez le panneau disjoncteur. Le commandant de bord entame une descente d'urgence. Maurice Tour, Springbok 295. Springbok 295. Bonjour, j'écoute. Bonjour, nous avons un problème de fumée. Descente d'urgence au niveau 1.5. Alors qu'une épaisse fumée toxique emplit la cabine, des instruments cruciaux tombent en panne. Nous avons perdu une grande partie des systèmes électriques. Le Boeing sud-africain n'est jamais arrivé à destination. Son crash dans l'océan Indien a fait 159 victimes. Dans le cas du vol Malaysia Airlines, le manifeste de marchandises mentionne des produits potentiellement dangereux. Environ 220 kg de batterie lithium-ion. Est-il possible que cette cargaison hautement inflammable ait provoqué un incendie catastrophique? La quantité de batterie lithium-ion dépassait peut-être les normes de sécurité habituelles. Et une autre violation des règlements est possible. Les batteries ont peut-être été chargées au mauvais endroit, dans une partie de la soute, où les systèmes anti-incendie étaient moins puissants. Incendie à bord. Mayday, Mayday, ici Malaysia 370. Il y a un incendie à bord. On a perdu la CARS. Un incendie pourrait expliquer à la fois la perte des instruments de vol et le brusque virage à gauche. Il faut faire demi-tour. Revenir à l'aéroport. Bien. Virage à gauche, cap 240. Peut-être le virage avait-il pour but de préparer un atterrissage d'urgence. Les pilotes ont une réserve d'oxygène et en cas d'incendie, une des premières choses à faire, c'est de mettre les masques. Ils ont de quoi tenir 1 heure. Donc c'était une possibilité. Néanmoins, cette théorie a une faille. Le principal problème avec ce scénario, selon moi, c'est qu'il n'y a pas eu de message radio signalant un incendie. L'alarme aurait dû sonner avant que l'incendie puisse se répandre. La première chose à faire, c'est de mettre le masque à oxygène et de vérifier que l'autre pilote a fait la même chose. Ensuite, il faut lancer un message d'alerte et faire demi-tour pour rejoindre l'aéroport le plus proche. Un autre argument vient contredire la théorie de l'incendie. À Londres, les ingénieurs de la société Inmarsat ont fait une étonnante découverte en étudiant les communications à CARS. Notre équipe a commencé à travailler le dimanche et les résultats étaient incroyables. Cette révélation va immédiatement réorienter l'enquête sur la mystérieuse disparition. En étudiant les communications à CARS, les techniciens de la société Inmarsat ont établi que l'antenne satellite du Boeing a continué d'envoyer des signaux automatiques, ou ping, bien après sa disparition des radars et son crash supposé. Il y a un échange de ping invisible entre le réseau et le transpondeur. Le système à CARS de l'appareil a ainsi répondu automatiquement au ping horaire des stations au sol, de 2h25 du matin jusqu'à 8h19. L'appareil a continué d'envoyer des demandes de service au réseau. Pas seulement pendant quelques minutes, mais pendant plus de 7 heures après sa disparition des radars. Cette découverte signifie que l'appareil ne s'est pas écrasé dans le golfe de Thaïlande, puisqu'il a continué de voler durant plus de 7 heures. Ce qui a changé, c'était les données des satellites Inmarsat. Là, on se dit, attendez un instant, l'appareil a volé pendant encore plusieurs heures. Ces nouveaux éléments permettent d'écarter la thèse de l'incendie. En cas d'incendie généralisé, un appareil ne peut pas voler aussi longtemps. Les données à CARS reçues précédemment confirment ces nouvelles informations. Le vol MH370 avait suffisamment de carburant pour continuer de voler 7 heures avec le pilote automatique. Cependant, personne ne sait ce qui a pu se passer à bord durant tout ce temps. On sait désormais que l'appareil a volé pendant des heures dans telle direction. Mais est-ce qu'il y avait encore quelqu'un de vivant à bord? Une fois les réservoirs vides, les deux moteurs s'arrêtent l'un après l'autre et le Boeing 777 descend en spirale pour finalement s'écraser dans l'océan. Ce nouveau scénario présente de troublantes similarités avec un autre accident mystérieux. En août 2005, le vol Helios 522 effectue la liaison entre Chypre et Athènes. Bonjour. Vol 522. Terminé. Vol 522, j'écoute. L'alarme de configuration décollage est allumée.
Tandis que les masques à oxygène descendent dans la cabine, les pilotes ne parviennent pas à comprendre la signification des alarmes. Le contact radio est ensuite brusquement rompu. 1h30 plus tard, 2 chasseurs grecs sont envoyés en reconnaissance. Ils aperçoivent le copilote affaissé dans son fauteuil. Mais le commandant de bord semble absent. Contrôle, il y a une silhouette dans le cockpit de Helios 522. Pas de réaction visible. Les pilotes voient du mouvement dans le cockpit, juste avant que le 747 ne tourne et entame une descente rapide. Tandis que l'appareil fonce vers le sol, la personne aux commandes réagit enfin à la présence des chasseurs. Néanmoins, aucune communication radio n'est échangée. Quelques instants plus tard, le vol Helios 522 s'écrase. L'enquête révèle que l'équipage précédent avait signalé la présence de glace sur la poignée de la porte arrière. Un mécanicien avait effectué une série de tests nécessitant de mettre le système de pressurisation en mode manuel. Or, il n'avait pas remis la manette en position automatique. En conséquence, la cabine n'a pas été pressurisée lors du vol suivant et le niveau d'oxygène a diminué peu à peu. L'hypoxie peut provoquer des maux de tête, un état de désorientation, des difficultés de compréhension, des pertes de mémoire, un essoufflement. Et ce qui est particulièrement dangereux, tous les pilotes en sont avertis, c'est que l'on ne se rend pas compte de la diminution de ses capacités. Lorsque la pression devient trop basse en cabine, les masques à oxygène descendent, mais la réserve ne dure que 12 minutes environ. Privés d'oxygène, les passagers et l'équipage perdent conscience. Tout le monde était évanoui, sauf un steward qui avait une réserve d'oxygène de provenance inconnue. Lorsque le steward parvient à s'installer aux commandes, le carburant est épuisé. Il n'y a plus aucun moyen de sauver l'appareil. Mettez les masques à oxygène. L'appareil de Malaysia Airlines a-t-il subi une panne de pressurisation comme le vol Helios 522, en continuant de voler avec le pilote automatique? Généralement, le pilote automatique est activé durant la plus grande partie du vol. Et même si l'équipage n'est plus en état d'agir, il continue de jouer son rôle. L'appareil de Malaysia Airlines volait à 35 000 pieds, c'est-à-dire plus de 10 000 mètres, plus haut que l'Everest. Sans oxygène, à cette altitude, on ne reste pleinement conscient que 30 ou 60 secondes. Dans son rapport sur la délimitation de la zone de recherche, l'Agence australienne de sécurité des transports estime un phénomène d'hypoxie possible, compte tenu de la trajectoire droite et horizontale de l'appareil durant les dernières heures de vol. Néanmoins, certains détails laissent penser que cette explication ne suffit pas. Je reviens. Ok. Des anomalies se produisent bien avant que l'hypoxie puisse agir. Même avec beaucoup d'imagination, l'hypoxie et la désorientation ne peuvent pas expliquer les virages effectués en entrant les coordonnées dans l'ordinateur de vol. Une analyse détaillée des données satellites révèle que l'appareil a effectué 3 virages dans l'heure et demie suivant le dernier contact radio. Le Boeing vire d'abord à gauche, avant de mettre le cap vers l'ouest, puis vers le sud, en direction de l'Antarctique. Selon Malcolm Brenner, ces virages successifs indiquent de façon claire que l'appareil a été détourné volontairement. On peut imaginer qu'un pilote dépressurise volontairement l'appareil pour tenter de le détourner ou d'en prendre le contrôle. À partir du cockpit, il est possible de désactiver le système de pressurisation et de créer une situation similaire à celle du vol Helios 522. 2 questions cruciales restent en suspens. Qui a effectué ces mystérieux virages et pourquoi? 370, contactez Ho Chi Minh. 120 décimal 9. Bonne nuit. Bonne nuit, Malaysia 370. Les 3 virages effectués par le Boeing après le dernier contact radio restent difficiles à expliquer pour les enquêteurs. C'est bizarre. Le transpondeur s'est éteint. Pas d'autres pannes? Le système à CARS est coupé aussi. Il faut garder l'esprit ouvert. Une panne catastrophique peut se produire. C'est une possibilité. La panne simultanée de plusieurs systèmes de vol aurait-elle pu désorienter les pilotes? Ça ne marche toujours pas.
Je vais essayer de réinitialiser. Ok. Un instant, je vais jeter un œil. L'altimètre. Bon sang. Néanmoins, ce scénario ne résiste pas à une analyse approfondie de tous les éléments. Le Boeing 777 comprend de nombreux systèmes auxiliaires, ce qui rend la panne simultanée de plusieurs instruments peu probable. Le mot d'ordre, c'est que toutes les fonctions doivent avoir un système de secours, y compris les systèmes de secours. Le fait que l'appareil a continué de voler 7 heures rend également la thèse de problème mécanique peu probable. Cette hypothèse ne tient pas compte tenu des éléments. Malcolm Brenner et les autres enquêteurs se voient ainsi forcés de considérer une possibilité terrifiante. La catastrophe du vol MH370 serait le résultat d'un acte délibéré. 2 systèmes différents ont été désactivés presque simultanément, le transpondeur et la CARS. Or, leur seule fonction, c'est de communiquer avec le sol. Il n'y a aucune connexion électrique évidente entre les deux, donc un acte humain est la seule explication. Tout nous ramène à un acte délibéré, mais de qui et pourquoi? Le crash volontaire d'un avion de ligne n'est malheureusement pas sans précédent. En 40 ans, on a recensé 6 accidents à travers le monde causés entièrement ou en partie par des actes délibérés. Dans certains cas, il semble s'agir d'actes impulsifs. Mais il y a 2 cas où les pilotes, malgré des problèmes psychiatriques, ont apparemment su préparer leurs actions avec soin pour camoufler des intentions criminelles. Dans l'affaire du vol Silk Air 185, les enquêteurs américains sont arrivés à une conclusion controversée. Le déjeuner va être servi. Le 19 décembre 1997, le Boeing 737 décolle de Jakarta à destination de Singapour. Mesdames et messieurs, votre commandant de bord. Mon nom est Tsu Heming. Mon copilote est aujourd'hui Duncan Ward. Quelques instants après la dernière communication prévue avec les contrôleurs indonésiens, l'appareil vire brusquement sur l'aile et fonce droit vers le sol. Il n'y a aucun survivant. Les équipes de recherche parviennent à retrouver les 2 boîtes noires. Je suis prêt. Mais les 2 appareils ont été éteints avant que le Boeing entame le piqué fatal. De l'eau? Les enquêteurs découvrent que Tsu Wei-ming, le commandant de bord, a récemment perdu plus d'1 million de dollars en bourse. Une dette qu'il doit rembourser à son retour à Singapour. Bien que les autorités indonésiennes ne partagent pas cet avis, les enquêteurs américains concluent à un acte volontaire de la part du commandant qui a probablement éteint les boîtes noires et provoqué le crash, tuant ainsi 97 passagers et 7 membres d'équipage. Malaysia 370, niveau de vol 350. Certains experts pensent désormais qu'un acte délibéré est la seule explication. Selon moi, quelqu'un a agi volontairement. Quelqu'un qui savait piloter. Est-ce qu'il s'agissait d'un membre de l'équipage ou d'une autre personne? Ça, nous l'ignorons. Le Boeing est à son altitude de croisière. Vous pourriez aller me chercher un café, s'il vous plaît? Bien, commandant. Le commandant de bord peut maintenant trouver une excuse pour faire sortir le copilote du cockpit. Je reviens. Merci. Le commandant a l'autorité à bord. Il peut dire au copilote d'aller en cabine pour différentes raisons, alors que le copilote ne peut pas demander au commandant de sortir du cockpit. En conséquence, notre attention se concentre sur le commandant. Un café pour le commandant. Seul dans le cockpit, le commandant pourrait aisément couper le transpondeur, puis mettre le cap vers une zone avec peu de couverture radar. Commandant, ouvrez-moi. Quelques minutes plus tard, il a peut-être tenté de désactiver le système ACARS, sans réaliser que celui-ci continuait d'émettre un signal. Ça va? On ne peut pas arrêter les pings du réseau Inmarsat sans toucher au système électronique de l'appareil lui-même.
Et cela demande des compétences que les pilotes n'ont pas. Commandant, Le cockpit a une porte de sécurité. ouvrez! Une fois verrouillée, il est impossible de l'ouvrir de l'extérieur. Personne ne peut ouvrir la porte renforcée. Même si la personne qui est dans le cockpit a de mauvaises intentions, c'est impossible de la déloger. Si le commandant de bord a pris le contrôle du cockpit pour détourner son propre appareil, Commandant! Ouvrez! les autres membres d'équipage n'avaient presque aucun moyen de réagir. Pour établir une communication d'urgence entre le sol et l'équipage de cabine, il est presque impossible d'utiliser un téléphone portable. Commandant, ouvrez! Et il n'existe aucune méthode pour appeler le sol sans passer par le cockpit. Dans cette situation, il n'y a rien à faire. Commandant, ouvrez la porte! Le réglage manuel de la pression en cabine est un dispositif de sécurité en cas de panne du système automatique. Mais il pourrait aussi être utilisé à des desseins criminels. Commandant, ça va? C'est une possibilité pour neutraliser les autres membres de l'équipage. Commandant! Sans oxygène, tout le monde est vulnérable. Les passagers ayant réussi à mettre leur masque seraient tombés à court d'oxygène au bout de 12 minutes environ. Désormais seul survivant à bord, le commandant n'a plus qu'à faire disparaître l'appareil. Dans l'heure suivante, l'appareil effectue plusieurs virages, qui semblent être des actes humains. Et finalement, il met le cap vers l'Antarctique. Donc il semble que tout ait été soigneusement organisé pour échapper à la détection. Compte tenu de l'ensemble des éléments à notre disposition, il faut toujours ajouter cet avertissement. Je suis intimement convaincu que l'individu responsable voulait faire disparaître l'appareil corps et bien. Si le crash était effectivement volontaire, la question du pourquoi restera l'une des plus difficiles à résoudre. Si on considère les deux pilotes, le copilote était un jeune homme extraverti qui s'apprêtait à se marier. Donc, rien ne suggère que l'on a affaire à un fanatique religieux ou à un individu suicidaire, sans parler d'entraîner tout le monde dans sa mort. Mais si on considère le profil du commandant de bord, il n'y a rien non plus. Selon Malcolm Brenner, un incident de 1994 pourrait nous aider à comprendre. La tentative de détournement du vol FedEx est l'exemple le plus proche, et nous le savons parce qu'elle a échoué. Sur le point d'être licencié, un officier mécanicien monte à bord d'un DC-10 avec plusieurs armes dissimulées. C'était un officier mécanicien plutôt brillant, bien noté dans l'US Air Force, mais il avait aussi des antécédents psychiatriques. Peu après le décollage, l'homme fait irruption dans le cockpit avec l'intention de tuer l'équipage et de faire s'écraser l'appareil. Un plan qui va presque fonctionner. Après un violent corps à corps, l'équipage parvient heureusement à maîtriser l'agresseur. Rares sont les compagnies ayant subi le drame d'un crash volontaire, dû à un acte de folie. Le vol de Malaysia Airlines est peut-être le cas le plus récent. Certains individus peuvent avoir des problèmes psychiatriques et des motivations étranges, tout en restant capables de préparer soigneusement ce type d'opération de sang-froid. Donc, j'ai le regret de dire que cela peut arriver. Pour les enquêteurs, comme pour les compagnies aériennes, la dure vérité est que les défaillances humaines sont presque impossibles à prévoir. L'être humain est une créature imparfaite, et il est très important d'apprendre à mieux reconnaître les indices d'un passage à l'acte. Mais il est très difficile, voire impossible de dire « le problème est réglé, cela ne se reproduira plus ». Il est possible que le mystère du vol Malaysia Airlines 370 ne soit jamais résolu. Néanmoins, la plus importante leçon du drame a peut-être déjà été tirée. Il me paraît évident que nous devons savoir où se trouvent les appareils à tout moment. Et c'est très facile à faire, ça ne coûte pas cher. Il suffit d'ajouter un GPS au transmetteur généralement déjà en place. Il faudra le régler pour envoyer un signal toutes les 5 ou 10 minutes et faire en sorte qu'il soit impossible à désactiver.
L'une des premières conséquences, c'est peut-être que certaines compagnies aériennes vont suivre leurs appareils à la trace et le faire valoir pour se distinguer de la concurrence. Ou alors, l'administration américaine rendra cela obligatoire. Le monde entier est concerné et veut savoir ce qui s'est passé pour faire en sorte que cela ne puisse jamais se reproduire.